Bonjour à tous, je me présente, Audrey Plante, agente de recherche au Centre de recherche du CHUM et coordonnatrice du projet Kiné Onco. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé « Activité physique et cancer, des bienfaits pour la santé mentale », l'exemple du projet Kiné Onco au CHUM. Le webinaire est organisé par le regroupement stratégique santé mentale du réseau de recherche en santé des populations en collaboration avec le réseau Calaxia. Avant de débuter, je vous informe que la séance est enregistrée et qu'elle sera rediffusée sur la plateforme YouTube. Le PDF de la présentation sera également disponible. Vous allez recevoir un courriel dans les prochains jours avec le lien pour la vidéo YouTube et le lien pour le PDF de la présentation également. Nos conférencières aujourd'hui sont Isabelle Doré, chercheure postdoctorale. Bonjour à tous, je me présente, Audrey Plante, agente de recherche au Centre de recherche du CHUM et coordonnatrice du projet Kiné Onco. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire intitulé « Activité physique et cancer, des bienfaits pour la santé mentale », l'exemple du projet Kiné Onco au CHUM. Le webinaire est organisé par le regroupement stratégique santé mentale du réseau de recherche en santé des populations en collaboration avec le réseau Calaxia. Avant de débuter, je vous informe que la séance est enregistrée et qu'elle sera rediffusée sur la plateforme YouTube. Le PDF de la présentation sera également disponible. Vous allez recevoir un courriel dans les prochains jours avec le lien pour la vidéo YouTube et le lien pour le PDF de la présentation également. Nos conférencières aujourd'hui sont Isabelle Doré, chercheure postdoctorale à la Faculté de kinésiologie et d'éducation physique de l'Université de Toronto et au Centre de recherche du CHUM, et Lise Gauvin, professeure et vice-doyenne à la recherche à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, chercheure et directrice adjointe scientifique santé des populations et responsable du carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé au Centre de recherche du CHUM. À la suite de leur présentation, on aura une période de questions et d'échanges avec vous. Donc, je vous invite dès maintenant et tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la section questions et réponses Q&R qui se trouve au bas de votre écran. Pour toute autre question, problème technique, je vous invite à indiquer vos questions dans la section converser. Donc, Denise, la coordonnatrice du regroupement, pourra répondre à vos questions dans ce module-là. Également, je vous invite dans le module converser à indiquer le nombre de participants qui se trouvent dans votre salle avec vous si vous êtes plusieurs à écouter le webinaire en même temps. Ces données-là nous aident, nous donnent de l'information intéressante pour lui. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Isabelle Doré. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup pour l'introduction. Donc, c'est un plaisir. Merci beaucoup au regroupement santé mentale de la RSPQ et au réseau Calaxia de nous accueillir aujourd'hui. Et c'est un plaisir pour moi d'être en compagnie de Audrey, de Lise Gauvin et également d'Isabelle Brisson, qui est kinésiologue à la Fondation Virage, étroitement impliquée dans le projet Kiné Onco, qui sera disponible pour répondre à vos questions à la toute fin de la présentation, si vous le souhaitez. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer. Donc, comme vous le savez peut-être, certains d'entre vous, on parle de plus en plus d'activité physique quand on parle de diagnostic et de traitement pour le cancer. On entend souvent parler des bénéfices de l'activité physique, mais on entend peut-être un petit peu moins parler des bénéfices spécifiquement pour la santé mentale, et c'est ce dont on aimerait vous parler aujourd'hui. Donc, tout d'abord, avant de commencer, ce qu'on vous propose, c'est peut-être de faire un petit tour d'horizon de la question du cancer et de la santé mentale au Canada et un peu ailleurs dans le monde pour connaître un petit peu les chiffres, les prévalences et l'incidence. Donc, comme vous le savez possiblement, le cancer est la principale cause de décès au Canada selon les plus récentes données qui nous proviennent de Statistique Canada. Donc, on estime que le cancer est responsable d'environ 30% de tous les décès au Canada. On estime en 2017, un peu plus récemment, qu'en moyenne, chaque jour, il y a 565 Canadiens qui ont reçu un diagnostic de cancer et environ 200 Canadiens qui décèdent du cancer chaque jour. Les cancers du poumon, du sein, de la prostate et le cancer colorectal sont les types de cancers qui sont les plus couramment diagnostiqués au Canada. Donc, de manière un petit peu plus précise, on estime qu'un Canadien sur 2 recevra un diagnostic de cancer au cours de sa vie et qu'un Canadien sur 4 en mourra.
on a enregistré en 2017 un peu plus de 200 000 nouveaux cas de cancer, ce qui est dû principalement à la population vieillissante. Donc, on sait que le cancer touche toutes les populations, des enfants aux personnes âgées, mais que les personnes âgées sont surreprésentées au niveau des diagnostics de cancer. Donc, on sait que notre population au Québec et au Canada vieillit de plus en plus, comme c'est le cas de la plupart des pays industrialisés. Donc, on fait face à une population de personnes qui reçoivent des diagnostics de cancer et qui vont vivre avec le cancer, qui est de plus en plus nombreuse. Là où l'avenir est peut-être un petit peu plus rose et un peu plus joyeux, c'est qu'on a observé au cours des 30-40 dernières années une diminution importante des taux de mortalité associés au cancer. Donc, si on prend les chiffres qui nous permettent de comparer de 1988 jusqu'à 2017, ce qu'on observe, c'est une réduction du risque de mortalité par cancer de 32% chez les hommes et de 17% chez les femmes. Ici, je vous ai mis une figure qui, à mon avis, est particulièrement intéressante, qui provient d'un article de Stanton. Donc, c'est une figure qui représente les taux de survie du cancer aux États-Unis. Donc, malheureusement, on n'a pas de figure équivalente pour le Canada, mais ce qu'on observe au Canada est très similaire à ce qu'on observe aux États-Unis. Donc, si vous regardez de 1977 jusqu'à la projection de 2022, le nombre en millions d'Américains qui survivent suite à un diagnostic de cancer a augmenté de manière considérable. Encore plus intéressant, si vous regardez la partie noire de chacune des bandes, ça représente le nombre, ou encore si vous regardez la colonne au complet, la proportion des gens qui survivent plus de 15 ans suite au diagnostic de cancer. Et depuis le début des années 2000, on voit clairement que cette portion de gens-là qui survivent 15 ans plus tard suite au diagnostic a augmenté de manière très importante, ce qui est très certainement fort encourageant et ce qui est dû d'une part à la qualité et à l'accès des soins et des traitements pour cancer et également au diagnostic précoce. Quand on parle de cancer et de santé mentale, très certainement, vous l'ignorez probablement pas, le fait de recevoir un diagnostic de cancer, de subir des traitements pour cancer sont associés à de nombreuses conséquences, à la fois physiques et psychologiques. Donc, on sait que les traitements pour le cancer entraînent des effets secondaires physiques, mais également psychologiques. Donc, le fait de recevoir un diagnostic et de passer à travers un processus de traitement pour le cancer peut être associé notamment à une peur de récidive, même une fois que le cancer est disparu, et aussi certaines inquiétudes, certaines préoccupations au niveau de l'image corporelle, que ce soit suite à une chirurgie, par exemple, en raison de la perte de cheveux ou en raison, par exemple, dû au fait que les gens qui ont un diagnostic ou qui traversent la période des traitements pour le cancer peuvent plus difficilement, des fois, atteindre les niveaux d'activité physique qui sont recommandés. Donc, ce contexte-là fait en sorte que les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer et qui ont des traitements pour le cancer sont exposées à des niveaux de stress beaucoup plus élevés, des niveaux d'anxiété plus importants et également des symptômes dépressifs plus importants. Ici, c'est un diagramme qui, à mon avis, est très intéressant. On ne le verra pas en détail, mais vous pourrez le reconsulter par la suite si vous le désirez. C'est vraiment un diagramme, une figure qui nous présente, à partir de la fin des traitements, la survie 2 ans après le diagnostic et 5 ans après le diagnostic et même plus longtemps après. Toutes les conséquences associées au diagnostic et au traitement pour le cancer. Et on voit que ce que nous montre la littérature, c'est que ces conséquences-là perdurent à travers le temps. Donc, la peur de récidive, l'anxiété, les symptômes dépressifs, le sentiment de fatigue, différentes perturbations cognitives, la sensation de douleur, des conséquences qui sont plus physiques et spécifiques au cancer, vont perdurer dès la fin des traitements jusqu'à plusieurs années après les traitements. Le fait de recevoir un diagnostic et de recevoir des traitements pour le cancer sont associés, comme on vient de le dire, à de nombreux problèmes de santé mentale chez ces personnes. Parce que les gens ressentent davantage de stress, d'anxiété, de symptômes dépressifs, souvent ce qu'on observe, et ce que la littérature nous dit, c'est que les gens ont moins tendance à être observants ou adhérents au traitement. Ce que ça signifie, c'est que face à des niveaux de stress élevés, d'anxiété élevés, de douleur ou de fatigue qui sont très élevés, les gens ont beaucoup plus de difficultés à aller jusqu'au bout de leur traitement. Parce qu'ils sont moins adhérents, qui complètent moins leur traitement, on observe une diminution de la survie ou une augmentation du risque de récurrence du cancer. Donc, tous ces symptômes dépressifs, anxieux et liés au stress sont également associés à une augmentation du risque de comorbidité physique, une augmentation du niveau de détresse de manière plus générale, ce qui est associé à beaucoup d'impact au niveau du fonctionnement psychologique et social des individus dans la société.
Ce qu'on observe aussi, ce que la littérature nous dit, c'est que plus les gens vont éprouver des symptômes de troubles mentaux ou des symptômes de stress, le retour au travail va être un peu plus tardif, ce qui peut, pour certaines personnes, entraîner une situation de précarité financière. Face à tout ce portrait qui n'est pas nécessairement réjouissant, l'activité physique apparaît comme une stratégie qui a gagné en importance et en intérêt au cours des 30 dernières années, je dirais. Donc, rapidement, on va passer quelques notions, quelques preuves scientifiques pour vous démontrer à quel point l'activité physique, dans une perspective de diagnostic et de traitement pour le cancer, peut être une stratégie particulièrement intéressante. Et on va vous faire le lien avec la santé mentale par la suite. Donc, depuis 2010, l'American College of Sports Medicine recommande la pratique d'activité physique chez les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Ça peut sembler relativement récent, mais je vous dirais que depuis que l'ACSM s'est positionné en faveur de l'activité physique chez la population spécifique qui a reçu un diagnostic de cancer, on a vu vraiment un changement au niveau des pratiques, puis une émergence de nombreux programmes, tant en milieu hospitalier qu'en milieu communautaire, pour promouvoir la pratique d'activité physique chez les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Donc, les recommandations de la CSM, qui ont été par la suite reprises par Cancer Care Ontario un peu plus récemment, vont exactement dans le même sens des recommandations générales pour la population générale qui n'est pas atteinte de cancer et suggèrent d'atteindre, si possible, 150 minutes d'activité physique aérobique modérée et idéalement de combiner ça avec 2 à 3 séances par semaine d'exercice musculaire. Ce qui est particulièrement intéressant dans les recommandations de la CSM et de Cancer Care Ontario, c'est la mention importante qui soutient l'importance d'éviter l'inactivité physique. Pourquoi c'est important, particulièrement chez les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer, surtout si elles étaient peu actives avant le diagnostic et avant les traitements, atteindre 150 minutes d'activité physique modérée peut sembler un défi de taille important, parfois relativement difficilement accessible. L'importance d'éviter l'inactivité physique montre dans les recommandations que le 150 minutes d'activité physique modérée à atteindre est un objectif à atteindre, mais que tout effort, que tout mouvement pour éviter la sédentarité et éviter l'inactivité physique sera associé à des bénéfices pour la santé physique et psychologique, principalement chez les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Ici, on vous a mis simplement 2 images pour vous dire que BC Cancer, donc c'est l'organisation en Colombie-Britannique qui travaille pour la promotion de l'activité physique chez les personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer, est allée exactement dans le même sens des recommandations américaines, donc de la CSM et de Cancer Care Ontario. On vous a mis également un exemple qui nous vient de l'Australie, de la Société d'oncologie clinique de l'Australie, qui propose plusieurs recommandations pour favoriser la pratique d'activité physique chez les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Et dans l'encadré ici, ce qu'on vous a mis, c'est toutes les initiatives australiennes qui visent à faire en sorte que les médecins et tous les professionnels de la santé recommandent de manière régulière dans les soins la pratique d'activité physique chez les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Donc maintenant, on va passer en revue quelques résultats d'évidence scientifique pour vous démontrer ce qu'on sait par rapport aux bénéfices de l'activité physique pour les personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer de manière générale, mais également spécifique à la santé mentale. Donc, la première question qu'on se posait, qu'on se pose un peu moins parce que les évidences sont beaucoup plus importantes aujourd'hui, c'est est-ce que l'activité physique est une stratégie utile et sécuritaire pour promouvoir la bonne santé physique et psychologique des personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer? La réponse est oui. On peut se poser la question, est-ce que vraiment pour les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer, c'est la même chose que pour la population générale? La réponse à nouveau, elle est oui. Les principales recherches s'intéressaient vraiment à la question de l'activité physique comme stratégie de réhabilitation suite au traitement pour le cancer. La réponse est oui. On a observé des effets bénéfiques de l'activité physique pratiquée après les traitements pour le cancer. Plus récemment, on a commencé à s'intéresser à l'activité physique prescrite et pratiquée durant les traitements pour le cancer. Et ce qu'on observe, c'est que oui, l'activité physique est une stratégie non seulement utile et sécuritaire, mais également efficace. Et encore plus récemment, on s'est posé la question, est-ce que si on exposait les personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer à la pratique d'activité physique et à des programmes d'exercice avant de débuter les traitements, est-ce qu'on pouvait observer des bénéfices à la fois physiques et mentaux chez ces personnes-là? Et la réponse, encore une fois, est oui. Donc ici, c'est une revue systématique qui vous présente les résultats récents en 2016 des bénéfices de l'activité physique. Bien évidemment, on ne passera pas en revue, c'est simplement pour vous montrer qu'ici, on a mis plusieurs études scientifiques ensemble
et que la conclusion globale qu'on peut en retirer, c'est que les études épidémiologiques qui ont été effectuées auprès de plus de 40 000 personnes partout à travers le monde montrent que l'activité physique est associée à un risque plus faible de mortalité par cancer, et même on a pu quantifier ce risque, et c'est associé à une réduction du risque de décès par cancer de 37 %. Donc, l'activité physique avant, pendant et après les traitements, dans la littérature, a démontré des effets positifs pour la réduction des sentiments de fatigue et de la sensation de fatigue, la réduction de la douleur, du stress, des symptômes dépressifs, une amélioration et une augmentation de la qualité de vie, une amélioration de l'observance au traitement, une diminution du risque de récidive de cancer et du risque de décès par cancer, mais également pour toute autre cause également. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a observé qu'il y avait des bénéfices de la pratique d'activité physique après les traitements, pendant les traitements, et plus récemment, on s'intéresse à l'activité physique qui est pratiquée dans la petite fenêtre d'opportunité qui suit le diagnostic et avant le début des traitements pour le cancer, et c'est une phase qu'on appelle la phase de préhabilitation. C'est un concept qui est relativement nouveau en cancer et qui est particulièrement intéressant. Donc, quand on parle de préhabilitation, on s'intéresse à toutes les actions et les interventions qui peuvent combiner activité physique, nutrition et plus récemment, on parle même de counseling psychologique qui vont permettre d'améliorer la santé à la fois physique et mentale des personnes qui reçoivent un diagnostic et de se faire des forces, donc d'acquérir des ressources avant de débuter un traitement, que ce soit la chirurgie ou la chimiothérapie ou tout autre traitement pour le cancer. Donc ici, je vous ai mis un extrait qui nous provient de Franco Carli, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé en préhabilitation, qui est à McGill, avec certains collègues également de l'Université de Toronto. Donc, vous voyez dans le graphique ici, la ligne en pointillé nous démontre le niveau de fonctionnement minimal d'une personne pour vaquer à ses activités de la vie quotidienne. Donc, on prend au début du graphique quelqu'un avant les traitements pour le cancer et ce qu'on observe, c'est quelqu'un qui va recevoir de la préhabilitation, donc soit uniquement une exposition à un programme d'activité physique qui parfois est combiné avec des stratégies pour la nutrition et pour la santé mentale. Cette personne-là va acquérir des ressources, va se faire des forces. Donc, on voit que la ligne monte avant le début des traitements. Et une fois que la personne débute les traitements de chimiothérapie ou la chirurgie pour le cancer, les personnes vont évidemment chuter au niveau de leur niveau de fonctionnement parce que, bien évidemment, les traitements sont associés à de nombreux effets secondaires, mais la personne va chuter beaucoup moins bas, si je peux me permettre. Et parce qu'elle chute beaucoup moins bas, la pente à remonter, elle est moins importante et la personne réussit à le faire beaucoup plus facilement parce qu'elle était adéquatement préhabilitée par l'activité physique, la nutrition et parfois le counseling psychologique. Donc, sur ce, je vais laisser la parole à Lise Gauvin qui va poursuivre en vous présentant quelques résultats des interventions pour vous démontrer un petit peu plus spécifiquement comment on peut dégager la question de la dose et des contextes d'activité physique dans une perspective d'être favorable pour la santé mentale. Bonjour Isabelle, merci de me céder la parole et merci pour cette présentation qui était claire et extrêmement dynamique. J'espère que je vais pouvoir suivre le rythme de cette façon. Alors, si vous me donnez une seconde, je vais juste essayer de mettre en... Voilà. Alors, quand on parle d'activité physique, ça suscite évidemment beaucoup d'enthousiasme et ce qu'on se demande en particulier, c'est de dire... de tomber dans le pratico-pratique, quelle dose d'activité physique? Et quand on parle d'activité physique et qu'on parle de dose, on va parler de fréquence d'activité physique, on va parler de durée d'activité physique et on va parler d'intensité d'activité physique en plus de discuter du type d'activité physique. Est-ce que c'est de l'aérobie ou c'est de l'activité qui est musculaire? Et en résumé, ce que les essais cliniques nous montrent actuellement, c'est qu'une réduction de symptômes de dépression et ce qui est requis comme dose d'activité physique, c'est une durée optimale d'environ 135 minutes par semaine pendant une période de 12 semaines. Puis quand on parle d'intensité, une intensité modérée, quand on parle d'intensité modérée, on parle de marcher, par exemple, à environ 3000 à l'heure ou 5 km/h. Donc, c'est une activité physique qui est recommandée aussi pour la population en général. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'on se demandait s'il y a
d'autres types d'activités physiques qui pourraient être aidantes du côté santé mentale et pas forcément pour la santé cardiovasculaire. Et on sait que les activités d'intensité légère et modérée, comme la marche, le stretching, permettent également de réduire les symptômes dépressifs. Et souvent, les gens, en fonction des traitements qu'ils sont en train d'avoir, peut-être qu'ils veulent modifier le type d'activité physique qu'ils vont faire puis qu'ils ne veulent pas forcément sortir de leur domicile. Donc, ça, c'est une information qui est importante. Quand on parle d'activité physique et de bienfaits pour la santé mentale, on ne peut pas départir le fait de faire une activité physique et le contexte social dans lequel celui-ci se déroule. Et on pourrait même élargir pour parler de la situation. Est-ce que les gens vont faire une marche dans le parc ou ils vont aller courir, par exemple, sur une piste qui est à l'intérieur dans un gymnase? Alors, ce que l'on sait, c'est que de s'entraîner à la maison ou en salle avec un programme supervisé, hors de la maison qui est de plus de 30 minutes, ça va nous donner l'effet maximal pour la réduction des symptômes dépressifs. Et de travailler avec un instructeur, ça a aussi des effets thérapeutiques et plus particulièrement de développer des nouvelles compétences, de s'assurer qu'on se fixe et qu'on atteint des buts qui sont réalistes, qu'on a de la rétroaction. Et souvent, le fait de faire en groupe, ça nous permet aussi d'avoir des interactions sociales qui peuvent aussi avoir des effets bénéfiques pour la santé mentale. Alors, sur ce, j'aimerais qu'on passe à discuter, vous donner quelques exemples d'interventions qui sont en cours actuellement. Et j'ai vraiment le plaisir de vous parler d'une intervention qui est en milieu hospitalier autour duquel on a été tellement inspiré qu'on a construit un projet de recherche. Et je vais vous présenter ce projet-là et je vous souligne le fait qu'Isabelle Brisson, qui est kinésiologue à la Fondation Virage du CHUM, est une des personnes qui met en œuvre ce programme-là et pourra répondre à des questions spécifiques. Alors, le programme de kinésiologie de la Fondation Virage, comme vous voyez avec les images, c'est bouger pour la vie, vivre avec un cancer tout en demeurant physiquement actif. Et ils ont développé un service de kinésiologie qui est gratuit pour la clientèle qui est en oncologie pour une période spécifique. De façon plus détaillée, la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a une référence du médecin traitant. Parfois, les gens vont se présenter directement à la Fondation Virage. Et néanmoins, il y a une évaluation clinique qui est faite par le kinésiologue, d'une part pour assurer qu'il n'y a pas d'autres facteurs de risque ou de comorbidité qui nécessiteraient des adaptations de la dose d'activité physique pour les besoins spécifiques de la personne. Il y a une évaluation physique qui est faite et en fonction des souhaits du patient ou des possibilités du patient, la personne va être inscrite à un programme supervisé en groupe qui va être d'une durée de 8 semaines pour 3 fois par semaine. Et pour information, on mène environ 5 groupes par année. Par contre, il y a plusieurs personnes qui sont traitées en oncologie au CHUM et qui ne peuvent pas se rendre 3 fois par semaine au CHUM pour le programme d'activité physique. Alors, on leur propose un programme qui est à la maison et qui est seul. Le programme, comme vous voyez à la diapositive suivante, et je remercie Isabelle Brisson et Guillaume Bastarache, les kinésiologues de la Fondation Virage du CHUM, de nous avoir partagé ces informations-là. Le programme a débuté en 2014 et comme vous voyez sur le graphique, c'est qu'il y a eu une augmentation importante du pourcentage de personnes qui se portent volontaires pour participer à ce programme-là. Donc, ce qui nous suggère que non seulement le message a passé, que c'est une bonne idée de faire de l'activité physique, mais les gens se trouvent que c'est une intervention qui est acceptable et vers laquelle ils et elles souhaitent se diriger. Alors, on a été tellement inspirés par ce projet de recherche-là qu'on a eu des collaborations favorables avec les gens qui en étaient responsables. On a dit pourquoi ne pas essayer de réfléchir davantage sur les leviers et les barrières à l'implantation. Et pourquoi on voulait réfléchir aux leviers, aux barrières à l'implantation? Parce qu'on se dit, c'est tellement extraordinaire ce qui est fait au CHUM, ça pourrait être intéressant de voir est-ce qu'on peut faire une mise à l'échelle à la grandeur du Québec pour toutes les patientes et les patients qui sont traités en cancer. Donc, en comprenant les difficultés et les éléments facilitants à l'implantation, on pourrait formuler des recommandations.
On voulait comprendre les effets associés au programme sur la santé physique et la santé psychologique des individus. On voulait s'inspirer de l'expérience vécue par les patientes et les patients. Et ce qu'on souhaitait faire, c'est que tout récemment, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux, a développé des exigences pour le développement de nouveaux guides de pratique qui comprennent des recensions des écrits, des informations sur les leviers et les barrières, des informations sur l'expérience vécue des patients. Et ce qu'on a choisi de faire par la suite, c'est qu'on a développé un partenariat qui comprenait des oncologues, des kinésiologues, des professionnels de la santé, des professionnels de la santé publique, des gestionnaires, des chercheurs et des patients et des patientes pour être capable de développer ce guide de pratique. Alors, vous voyez les différentes étapes que l'on voit sur l'écran ici. On a proposé un projet en 7 étapes. Le premier projet consistait à recenser les écrits scientifiques et Isabelle vous en a présenté un extrait dans sa présentation. On voulait identifier les modalités optimales d'activité physique pour les patients et les patientes. Là encore, Isabelle vous a présenté quelques informations et j'en ai rajouté et on a recensé les recommandations qui sont formulées un peu partout dans le monde industrialisé sur activité physique et cancer. On voulait identifier les meilleures pratiques de promotion de l'activité physique et c'est un travail qu'on est en train de faire et de plus en plus, c'est une littérature qui est vraiment en train d'exploser et presque à chaque semaine, il y a des nouvelles façons d'identifier les pratiques et Audrey s'est adonnée à faire une recherche de la littérature grise que l'on va mettre en page pour identifier quel type de programme est-ce qu'on les offre en centre hospitalier, est-ce qu'on les offre en communauté et comment est-ce qu'on s'y prend pour s'assurer d'une transition entre le centre hospitalier et les milieux communautaires éventuellement. Là où on en est, c'est d'identifier les leviers et les barrières à l'implantation de programmes et pour ce faire, on est en train d'examiner, de faire des entrevues avec des oncologues, des kinésiologues, des acteurs de santé publique, des patients et des patientes pour comprendre comment ils ont vécu l'expérience de l'activité physique, tant du niveau promotion que du niveau du fait de le faire. On est en train aussi d'essayer de s'inspirer de l'expérience vécue des patients et de documenter comment ça s'est passé parmi tous les patients qui ont fait l'expérience du programme de la Fondation Virage au CHUM. On va tenter aussi de voir quelles sont les possibilités pour réorienter et améliorer les soins qui sont offerts. Est-ce qu'il y a une façon qui pourrait être proposée pour faire la prescription de l'activité physique? Et finalement, ce qu'on veut faire, c'est de développer un guide de pratique selon les exigences de l'INES qu'on va pouvoir déposer. Donc, on est à peu près à 1/3 du projet actuellement, qui est ce projet qui a été subventionné par le Fonds de soutien à l'innovation en santé et services sociaux, volet 2, pour les innovations organisationnelles et c'est subventionné par MedTech et Économie, Sciences et Innovation du gouvernement du Québec. Autre élément qui est vraiment très important pour nous dans le cadre de ce projet-là, c'est d'avoir une approche qui est centrée sur le patient et la patiente et on travaille très, très fort pour essayer de comprendre le vécu du patient et des patientes pour ne pas proposer des choses qui seraient à l'encontre de ça. Et heureusement, on a des acteurs qui ont travaillé beaucoup sur les partenariats entre les patients et les cliniciens qui peuvent nous éclairer sur ce travail-là. Et un autre aspect important, c'est qu'on a une préoccupation très importante pour assurer que les interventions et les recommandations proposées ne vont pas augmenter les inégalités sociales de santé et vont plutôt les réduire. Vous savez peut-être, mais au niveau de la pratique de l'activité physique, par exemple, plus les gens sont âgés, moins ils ont de chances de rencontrer les recommandations d'activité physique. Souvent, les femmes ont des probabilités plus faibles de rencontrer ces recommandations-là également. Et on sait qu'il y a probablement des inégalités sociales au niveau du revenu et au niveau de l'éducation également.
On sait que pour les activités physiques de loisirs, les gens qui ont des revenus plus faibles ont moins de chances de rencontrer les recommandations en faisant des activités physiques de loisirs qui procurent un plaisir. Et ce qu'on veut s'assurer de faire quand on va formuler nos recommandations dans le guide de pratique, c'est de dire est-ce qu'il y a des choses qu'on peut mettre en œuvre pour réduire ces inégalités puis s'assurer que les opportunités pour faire de l'activité physique rejoignent toutes les personnes qui sont concernées. Finalement, on voudrait vous parler aussi, il y a certains endroits où les interventions pour promouvoir l'activité physique chez les gens qui ont reçu un diagnostic de cancer, ça se fait aussi en milieu communautaire et on vous propose quelques exemples ici. Peut-être que plusieurs d'entre vous avez entendu parler de ce qu'on appelle le bateau dragon. En anglais, on appelle ça du dragon boat. Il y a une petite image où on fait de l'entraînement en groupe sur un bateau qui est fait pour ramener en collectivité. Et donc, c'est un travail qui se fait tant en aérobie qu'en force et endurance musculaire. C'est accessible parce que les gens ne doivent pas forcément marcher. Donc, s'il y a un excès de poids, ce n'est pas un problème. Il n'y a pas d'impact non plus. Donc, ça, c'est intéressant. Et tel que montré dans des études récemment publiées par Sabiston et McDonough, on voit qu'il y a des effets favorables qui sont documentés de la participation à ce type d'activité physique sur la cohésion et le soutien social, c'est sur le sentiment d'avoir un certain contrôle, sur la perception de soi et sur le fait d'être capable de faire quelque chose de nouveau, de différent, même si on a passé à travers un événement de vie qui était vraiment extrêmement stressant. Un autre exemple qui est peut-être plus proche de l'expérience que nous avons tous de l'activité physique, c'est l'activité physique qui est pratiquée dans un centre de conditionnement physique et plus particulièrement le YMCA. Alors, le YMCA à Hamilton, Ontario, a produit le programme qui s'appelle CanWell, où on fait une formation des entraîneurs du YMCA avec un partenariat avec l'Université McMaster, qui est l'université qui se trouve à Hamilton. Et c'est une formation d'environ 12 heures où on parle de cancer, d'activité physique et on montre quel type de données qu'il faut colliger. Il y a un mentorat en continu avec une infirmière et une physiothérapeute et les programmes d'entraînement qui sont offerts aux personnes qui ont eu un traitement important pour le cancer, c'est souvent des programmes de 12 semaines qui se font en groupe et il y a des séances aussi d'éducation sur l'activité physique comme telle. Les premiers résultats qui sont disponibles suggèrent qu'en effet, il y a des retombées qui sont favorables au niveau du bien-être physique, fonctionnel, émotif et social auprès des participants et participantes de ce programme. Finalement, avec l'arrivée de toutes les initiatives en santé numérique, on voit que la promotion de l'activité physique aussi a profité de ces développements-là au niveau technologique. Il y a un nouvel outil web qui existe qui s'appelle Active Match, où on essaie de faire un pairage entre des gens qui peuvent être à des lieux différents pour être capables de faire de l'activité physique et les gens peuvent avoir un échange social sur les activités physiques qu'ils et elles font et de se lancer des défis mutuellement. Ce programme semble susciter beaucoup d'intérêt, mais on est encore à l'époque de colliger les données sur son impact possible sur la pratique de l'activité physique et sur le bien-être et la santé mentale des individus. Alors, pour ce qu'on peut retenir, c'est qu'auprès des personnes qui ont reçu un diagnostic de cancer, l'activité physique est associée à de nombreux bénéfices pour la santé physique et pour le bien-être psychologique également. L'activité physique, évidemment, qui peut et doit être adaptée aux circonstances individuelles de la personne, et ça, c'est l'expertise des kinésiologues qui est là, est bénéfique et sécuritaire avant, pendant et après les traitements. Et il existe des programmes d'activité physique qui sont adaptés en milieu hospitalier et en milieu communautaire et on espère, en rassemblant toutes les informations et en produisant un guide de pratique, que ça va devenir encore plus disponible et plus accessible pour la population ici au Québec.
Alors, sur ce, je vais terminer la présentation en vous disant merci d'avoir porté attention et on va ouvrir la discussion pour vous céder, on va vous céder la parole. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation intéressante. Donc, on va passer à la période de questions. Donc, je vous invite dans le module questions et réponses à aller écrire vos questions pour nos conférencières. On y va avec une première qui nous vient de Younes. Donc, elle est professeure d'activité physique adaptée en France et elle travaille en milieu hospitalier avec des personnes âgées de 50 ans et plus qui peuvent aussi être touchées par un cancer. Donc, elle dit qu'elle est dans un service aigu et qu'il ne reste qu'1 à 2 semaines maximum. Et elle se demande comment je pourrais améliorer au maximum ma pratique, sachant que je suis très limitée en termes de matériel sportif, d'infrastructure et surtout de temps. Je pense que peut-être Isabelle Brisson, qui va se joindre à nous, qui est kinésiologue à la Fondation Virage, pourrait bien répondre à cette question. Isabelle qui devrait allumer son micro si c'est possible pour nous rejoindre. Et sa caméra idéalement. Isabelle? Oui, je suis arrivée. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu veux que je répète la question, Isabelle? Oui, s'il te plaît. Oui, donc on a Younes ici qui est professeure d'activité physique adaptée en France. Elle travaille en milieu hospitalier avec des personnes âgées de 50 ans et plus qui peuvent aussi être touchées par un cancer. Elle est dans un service aigu et ses patients ne restent qu'1 à 2 semaines au maximum. Et elle se demande comment je pourrais améliorer au maximum ma pratique, sachant que je suis très limitée en termes de matériel sportif, d'infrastructure et en temps. Bien, évidemment, nous, on préconise l'approche de groupe. Ce qu'on a fait, c'est un cours de groupe qui est ouvert. Alors, on sait que dans les phases où est-ce qu'ils vont avoir plus de rendez-vous chez le médecin, rendez-vous avec leurs professionnels de la santé, on a fait un cours ouvert, c'est-à-dire qu'on offre 4 disponibilités par semaine où est-ce qu'il y a un de nous qui va aller superviser la salle, où est-ce qu'on a fait un petit plan qui est très individualisé à chaque personne, mais qu'on est là pour l'adapter en temps réel. Donc, les gens viennent ou ne viennent pas, mais c'est comme une plateforme où est-ce qu'on est là, on est disponible pour eux. Mais évidemment, ils vont prioriser leurs soins avec leur équipe traitante. Alors, je pense que c'est la meilleure façon d'optimiser leur temps. C'est de vraiment offrir une plage horaire, c'est-à-dire que nous, il peut y avoir 20 inscriptions, mais parfois, il peut y avoir 2 personnes qui se présentent au cours, où est-ce qu'on va être totalement là pour eux, pour adapter en fonction de comment ils se sentent la journée même. Je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Je pense que oui, ça donne beaucoup d'informations. Si Younes a besoin de plus de précision, je l'invite à poser une autre question. On a ici Florian qui se demande si la perte de fonctionnalité durant les traitements est du même genre entre les gens avec entraînement versus sans entraînement sur le modèle théorique. Donc, c'est peut-être aussi une question pour Isabelle. Est-ce que c'est la perte de... J'ai manqué un petit bout. Oui, donc je répète, est-ce que la perte de fonctionnalité durant les traitements est du même genre entre les gens avec entraînement versus sans entraînement sur le modèle théorique? Bien, en fait, c'est vraiment très individuel parce que ce qu'on a remarqué avec la pratique, c'est que chaque personne réagit vraiment différemment au niveau des effets secondaires de leur traitement. Donc, c'est quand même très difficile à prévoir. Nous, ce qu'on leur dit, c'est qu'on va les rencontrer dans une journée J où est-ce qu'ils vont avoir telle capacité. On va faire un plan en fonction de la journée où on les a vus. Et ce qui est important, c'est qu'on adapte le plan là, le plus souvent possible. Donc, il y a des journées où ils vont bien, mais on va les inciter à en faire un petit peu plus tout en ménageant leur énergie. Puis, il y a des journées où ils vont moins bien, où est-ce qu'on va adapter en fonction, on va les guider sur quoi pas faire, comment garder plus leur énergie. Mais c'est vraiment individuel d'une personne à l'autre, comment ils vont réagir là, à leurs soins. Parfois, on voit que les gens, plus ils avancent, plus c'est cumulatif, plus ils vont être fatigués. Donc, on va être surtout là pour leur apprendre à bien doser pour qu'ils puissent repartir puis être plus énergisés finalement.
On prend souvent l'exemple d'une batterie. Nous, en fait, on leur dit, bien, maintenant que tu es en traitement, on espère de ne pas vider la batterie pour l'inciter à mieux se recharger finalement, comparativement à avant une personne qui n'avait pas de traitement, qui pouvait, exemple, vider complètement son énergie et rebâtir en quelques heures. Ben maintenant, avec les traitements, on voit que c'est beaucoup plus dur à rebâtir. Ça fait qu'on les incite un peu à rester sur leur appétit lorsqu'ils vont un petit peu moins bien, lorsqu'ils viennent s'entraîner avec nous. Parfait, merci beaucoup. Si je peux peut-être juste me permettre, Oui, la personne faisait peut-être référence justement au graphique qu'on montrait de préhabilitation. Selon mes connaissances, sans être une grande experte en préhabilitation dans le domaine du cancer, les pertes de fonctionnalité, quoique similaires chez les personnes qui ont reçu des traitements, qui ont été exposées à la préhabilitation en activité physique, seraient souvent similaires, quoique très individuel, comme Isabelle le dit, là. Mais ce qu'on note principalement, c'est la réduction de la fatigue. Donc, les gens qui sont exposés à des programmes d'activité physique avant de débuter les traitements, les sentiments de fatigue physique et psychologique seraient beaucoup moins importants durant la période de traitement. Donc, ça serait probablement un des effets les plus notables qui sont observés pour les programmes d'activité supervisée qui sont offerts en préhabilitation. Merci beaucoup. Donc, on attend les prochaines questions. Je vous invite à les indiquer toujours dans le module questions et réponses au bas de votre écran. Donc, on a Magali qui veut apporter une réponse aussi à la question de Younes de tout à l'heure, qui, en fait, elle se demande, ne serait-il pas plus important de donner goût à la pratique à travers d'initiation à diverses activités, d'axer l'intervention sur de l'éducation thérapeutique du patient afin de les orienter vers une structure adaptée à leur retour à domicile? Voilà, c'était un commentaire de Magali là, sur la question de Younes. Je peux peut-être ajouter un commentaire. C'est une question qui est extrêmement pertinente et en fait, le projet Kiné Onco vise en quelque sorte à être capable d'identifier ou de formuler des réponses à ce type de questions. C'est qu'on a des exemples qui existent, on veut faire un sommaire, puis on veut rassembler des experts dans ce domaine-là pour être capable de délibérer sur quelles pourraient être les modalités qui soient les plus appropriées, comment faire un transfert d'un programme qui pourrait être offert en centre hospitalier vers un programme communautaire ou vers d'autres types de ressources. Et c'est le travail sur lequel on s'acharne présentement. Et on ne se cachera pas qu'il est possible qu'on doive aussi faire de l'évaluation et de tester différentes modalités pour les comparer les unes aux autres. Et ça fera partie de la réflexion que l'on va faire, c'est de dire qu'est-ce qui est recommandé, mais quel est l'agenda de recherche évaluative qui pourrait accompagner la mise en place de ces interventions, parce que dans une perspective de développer un système qui est apprenant, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer d'implanter des nouvelles innovations, les évaluer, documenter qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré et de continuer dans un cercle vertueux pour être capable d'implanter des innovations en continu. Puis, si je peux me permettre aussi de faire un parallèle avec la population générale, parce que je pense que la question du plaisir qui est éprouvé dans l'activité physique est excessivement importante et c'est quelque chose qui revient en population générale. Les jeunes, les enfants, les adultes, les personnes âgées qui vont faire une activité physique par plaisir et éprouver du plaisir dans leur pratique ont plus de chances de poursuivre leur pratique d'activité physique, puis deuxièmement, d'avoir plus de chances d'avoir des bénéfices pour leur santé mentale, donc une amélioration du bien-être puis une réduction des symptômes anxieux et dépressifs. Il y a quelques études qui se sont posées la question et qui semblent aller dans le même sens auprès des personnes qui reçoivent un diagnostic de cancer. Et parallèlement, on a accès à différents projets. On a des données actuellement où on a suivi sur une période de 4 ans des femmes montréalaises qui ont reçu un diagnostic de cancer du sein. Et c'est des choses qu'on va regarder de manière un peu plus spécifique pour voir si justement on ne peut pas insister sur l'importance de faire des activités physiques qui procurent un niveau de plaisir certain.
Puis, parallèlement à ce que Lise vous ajoutait, il y a un bel exemple, si jamais ça vous intéresse. En Australie, ils n'ont pas la possibilité de développer beaucoup de programmes d'exercice au sein des milieux hospitaliers. Donc, tout se fait directement dans la communauté. Et en misant beaucoup sur la communauté, il y a nécessairement une diversité d'activités physiques qui peut être offerte, qui est nécessairement plus grande. Et ce sont des projets qui sont en démarrage, mais qui sont excessivement intéressants. Et je pense qu'il risque d'avoir, au cours des prochaines années, des évidences scientifiques qui nous montrent justement les bénéfices associés à cette diversité d'activités physiques qui peuvent peut-être répondre davantage aux intérêts des personnes qui choisissent de faire de l'activité physique suite à un diagnostic de cancer. Merci. On a une question de Jennifer O'Laughlin qui se demande « Do MDs prescribe physical activity during the pre-treatment phase? After, do MDs recognize the importance of physical activity during cancer treatment? » Je peux peut-être, merci pour cette question. En fait, on sait qu'il y a certains oncologues et d'autres médecins qui vont recommander la pratique de l'activité physique. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui vont référer les patients au CHUM vers le programme qui est offert par la Fondation Virage. Ce que nous n'avons pas, c'est est-ce que c'est fait de façon systématique parmi tous les médecins qui traitent des patients qui ont un diagnostic de cancer. Ça, actuellement, on ne le sait pas, mais d'un point de vue d'un système de santé, c'est une question intéressante à se poser. Est-ce que les professionnels de la santé, plus particulièrement les médecins, reconnaissent l'importance de l'activité physique durant le traitement pour le cancer? Là encore, compte tenu du fait que les données scientifiques sont assez récentes, c'est pas égal partout, mais de plus en plus, compte tenu de la force des évidences scientifiques et des données probantes, les médecins sont très portés à dire ils ont vu les données et les données qui démontrent les retombées positives et celles et ceux qui en sont mis au courant sont extrêmement favorables par rapport à ça. Donc, peut-être que parmi les recommandations qu'on voudra formuler, c'est peut-être de partager de façon plus systématique les résultats de ces études-là, de un, et de deux, de parler de prescription de doses d'activité physique spécifiques. Je pense qu'Isabelle voulait peut-être rajouter quelque chose. Bien, en fait, Lise, ça allait exactement dans le sens de ce que je voulais dire, puis je pense que tu l'as très bien dit. De ce qu'on connaît des discussions qu'on a eues à la fois avec les gens du CHUM et de d'autres programmes, par exemple à Toronto, les médecins qui sont au courant, généralement, hésitent très peu à le prescrire et seront probablement les gens qui réfèrent le plus au programme d'activité physique. Ce à quoi on fait face, si on peut parler pour Montréal et Toronto et au Canada, souvent, c'est une méconnaissance des bienfaits spécifiques de l'activité physique chez les personnes. Donc, je pense qu'il y a clairement un besoin d'information au niveau des médecins pour qu'ils prescrivent davantage l'activité physique et aussi qu'ils sachent les endroits où ils peuvent référer leurs patients. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a un travail énorme que nous, on est en train de faire dans le cadre de ce projet-là. Mais si les médecins savent concrètement où ils peuvent référer leurs patients, les probabilités qu'ils se sentent plus confiants de le faire et qu'ils le fassent de manière beaucoup plus systématique est probablement beaucoup plus grande. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. Je ne pense pas qu'on est face du tout à des médecins réfractaires, peut-être plus à des médecins qui manquent d'informations. Et c'est peut-être là qu'il y a un pont qui doit être fait entre la recherche et la pratique pour s'assurer que ces informations-là soient accessibles aux médecins qui sont susceptibles de prescrire l'activité physique. Et si je peux me permettre de rajouter un élément sur la question de la diffusion de cette information, on sait que le traitement du cancer, c'est quelque chose qui est fait en équipe et dans une équipe interprofessionnelle et interdisciplinaire. Donc, un programme qui viserait à renseigner les professionnels de la santé devrait rejoindre également les physiothérapeutes, les infirmières, les nutritionnistes, les kinésiologues plus largement qui aussi pourraient être sensibilisés à la façon de prescrire et d'aller chercher de la formation continue. Donc, c'est vraiment au niveau de tous les professionnels de la santé qu'on imagine qu'il faudrait faire une sensibilisation, puis il y a peut-être des rôles spécifiques pour différents membres des équipes traitantes. Merci. On a Florian qui souhaite revenir sur le modèle de préhabilitation
Donc, il se demande pour le retour à un état post-traitement, est-ce que la tangente de récupération entre les deux groupes est la même? Donc, soit une de vous deux ou... Si je peux me permettre, Isabelle connaît cette littérature-là un petit peu mieux. Le graphique qu'on vous proposait, c'était un graphique qui était l'hypothèse qui est proposée et c'est une hypothèse qui est mise d'avant, qu'on sait qu'il y a des différences entre les deux groupes. Maintenant, est-ce que la tangente est la même? Ça, on ne le sait pas. Puis je pense que les données scientifiques ne nous permettent pas de faire cet énoncé-là. Isabelle? Oui, puis sans être une grande experte, là, puis je veux le rappeler parce que c'est un intérêt de recherche que je porte, mais pour lequel je ne suis peut-être pas encore une experte. Les données qu'on vous a montrées, le graphique qu'on vous a montré provient d'un article de Franco Garli et n'est pas spécifique au cancer. Donc, il y a beaucoup de travaux qui se font en préhabilitation, qui sont appliqués au domaine du cancer, mais qui sont faits plus largement en milieu hospitalier, préhabilitation pour tout type de chirurgie. Donc, les données proviennent de là. Ce qu'on semble montrer dans la littérature, c'est que la récupération serait plus rapide chez les personnes qui ont reçu de la préhabilitation, mais encore là, les données sont relativement limitées en ce qui a trait spécifiquement au cancer. Il y a beaucoup d'essais cliniques qui sont actuellement en cours, notamment au Canada puis aux États-Unis. Puis je pense qu'on aura des données un petit peu plus spécifiques. Ceci étant dit, je pense que il y a probablement d'autres informations plus précises qui peuvent être trouvées actuellement dans la littérature que je ne peux pas vous livrer nécessairement aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, on attend vos questions. Donc, il y a une discussion ici là, sur toujours Younes là, qui travaille en milieu hospitalier en activité physique, qui revient un peu sur cette discussion de tantôt. Donc, elle dit qu'elle essaye au maximum de travailler en groupe, mais qu'elle réalise souvent la même chose. Entretien à la marche, renforcement musculaire, travail d'équilibre. Et elle dit que c'est pas facile car elle travaille souvent dans les chambres ou dans les couloirs, vu qu'il n'y a pas de salle de sport là où elle travaille. Peut-être qu'Isabelle, tu aurais des pistes par rapport à ça. Je ne sais pas si tu as compris la conversation à laquelle on faisait référence. Oui, j'avais compris. Effectivement, c'est une difficulté supplémentaire d'avoir moins d'équipement. Nous, on a la chance d'avoir une belle salle qui est quand même assez bien adaptée, où est-ce qu'on peut faire travailler plus facilement avec des accessoires pour améliorer l'équilibre, tout ça. C'est sûr que dans les corridors, je suis moins bien habilitée. Je n'ai pas travaillé avec peu ou pas d'accessoires. Alors, je n'ai pas nécessairement de nouvelles pistes. Je suis sûre que Mme Younes fait très bien son travail avec ce qu'elle a. Là. Des fois, on n'a pas toutes les... On utilise les opportunités qu'on peut avoir. Oui, puis elle renchérit en disant qu'elle trouve ça pas évident de les envoyer dans des structures sportives puisqu'elle habite les gens habitent souvent en campagne et n'ont pas le moyen de transport. Ça, je pense que c'est une barrière qu'on avait identifiée. Là. Je ne sais pas si vous avez des éléments à rajouter là-dessus, mesdames. Peut-être que justement, ça fait partie des barrières qu'on est en train d'examiner actuellement dans notre projet. Et même on sait que dans la littérature sur l'activité physique, il y a des difficultés particulières qui se rapportent aux gens qui vivent en milieu ruraux, qui ont accès à un certain nombre de ressources, souvent des pistes pour marcher, des lieux pour faire du ski et de la raquette et ainsi de suite, mais qui n'ont pas forcément les ressources au niveau de professionnels en kinésiologie. Puis en milieu urbain aussi, il peut y avoir des difficultés de transport et ainsi de suite. Donc, ça fait partie des éléments qu'on est en train d'examiner. Mais la question rurale versus urbain, elle se présente, elle est très, très, très présente et il n'y a pas de solution miracle à ma connaissance actuellement. Donc, il y a Florian aussi là, qui se demande si il faut se rendre à faire du lobbying un peu comme avec les compagnies pharmaceutiques, si on veut que ça change. Je pense qu'il faisait référence à la discussion qu'on a eue au niveau des médecins pour les amener à
à prescrire, si on veut, davantage d'activité physique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bien, je pense qu'il y a certaines initiatives actuellement au Canada pour réfléchir à la meilleure façon de convaincre, on peut appeler ça du lobby, mais de convaincre ou d'offrir les ressources aux médecins qui soient suffisantes pour qu'ils se sentent confortables et à l'aise de recommander la pratique d'activité physique. Et je sais que c'est des intentions, en tout cas, qui sont sous forme de projets de recherche actuellement pour possiblement exposer les professionnels aux programmes d'activité physique qu'on leur offre. Donc, par exemple, au CHUM, on pourrait penser que les programmes de kinésiologie qui sont offerts par la Fondation Virage ont des plages horaires, par exemple, dans le cadre d'un projet de recherche où les médecins seraient invités à venir faire le programme qui est offert aux patients parce que souvent, c'est par l'expérience qu'on comprend le mieux et que les médecins risquent d'être le plus favorables à la recommandation. Donc, c'est des idées qui sont actuellement sur le terrain. À ma connaissance, ce n'est pas des choses qui ont été faites ou évaluées pour le moment, mais très certainement, je pense qu'il y a un effort à faire de ce côté-là. Je pense qu'on a de notre côté le fait que les médecins et tous les professionnels de la santé, de manière générale, sont favorables à la pratique d'activité physique. Là où il peut y avoir une réticence, c'est en fonction des différentes conditions de leur patient, c'est à savoir est-ce que c'est réellement sécuritaire, est-ce que les capacités du patient vont être respectées et est-ce que la personne peut faire de l'activité physique dans un contexte qui correspond à ses besoins et à ses capacités. Et je pense que c'est là où la pratique doit être peut-être encore plus connue et transparente pour s'assurer que les médecins se sentent vraiment à l'aise de faire les recommandations. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en même temps, c'est un domaine qui est excessivement dynamique. Et si je prends par exemple l'exemple du CHUM, maintenant le service d'oncologie et la Fondation Virage sont physiquement exactement au même endroit. Donc, quand les patients attendent pour aller voir leur oncologue, il y a une affiche et un local de la Fondation Virage. Je suis allée moi-même récemment et ça fait en sorte que ça a une très belle vitrine, à la fois pour les patients, mais également pour les médecins, pour aller poser des questions puis se renseigner sur ce qui se fait de manière plus spécifique. Donc, c'est un exemple isolé qui est celui du CHUM, mais qui pourrait très bien être un exemple, et c'est un peu ce qu'on veut à travers le projet Kiné Onco, un exemple qui puisse rayonner à l'échelle du Québec et éventuellement du Canada en collaboration avec d'autres beaux exemples qui se font ailleurs. On n'est pas les seuls, bien évidemment. Merci. On a Younes et Magali qui reviennent un peu sur la situation en France et Magali nous indique qu'il y a un guide de prescription de l'activité physique qui a été réalisé par la Haute Autorité de santé afin d'aider les médecins à mieux prescrire l'activité physique. Est-ce que c'est vers ça qu'on s'en va ici? C'est ce qu'on essaie de faire. Et on a Younes aussi qui déplore en fait que les médecins ne connaissent pas les bénéfices ou le métier de kinésiologue, par exemple, et qu'il y a beaucoup d'efforts à faire pour leur apprendre un peu les rudiments du métier pour qu'ils se sentent à l'aise ensuite de référer les patients à ces professionnels-là. C'était des commentaires. Merci. Merci pour ces commentaires. On va certainement prendre connaissance du guide dont il est question, en France. Et chez nous, puis on a le plaisir d'interagir avec quelqu'un comme Isabelle Brisson, qui est kinésiologue. Et si je peux me permettre, il y a plusieurs personnes qui reconnaissent de plus en plus les contributions fort importantes et uniques des kinésiologues au Québec. Parfait. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter, Isabelle? Non, peut-être juste dire que ça peut passer par la formation des médecins aussi. Donc, il y a très certainement quelque chose à faire au niveau de la formation de nos médecins par rapport aux bénéfices de l'activité physique et du rôle des kinésiologues. Puis, si on peut faire un aparté, l'École de kinésiologie de l'Université de Montréal vient de rejoindre la faculté de médecine. Donc, il y a peut-être une opportunité là, justement, d'ajouter quelque chose dans le cursus de la formation de nos futurs médecins. Parfait. Et dernier commentaire avant de terminer, on a Clélia qui trouve excellente l'idée de faire tester les programmes aux médecins. Là, elle est bien enthousiaste de cette nouvelle façon de faire. Excellent. Parfait. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Donc, en terminant, je tiens évidemment à remercier chaleureusement nos conférencières, donc Isabelle Doré et Lise Gauvin. Je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait dans la section Converser, d'indiquer le nombre de personnes dans votre salle. Donc, c'est très utile pour nous d'avoir ces données-là. Je vous rappelle également que vous recevrez un courriel dans les prochains jours qui va contenir le lien vers la présentation YouTube et également le PDF
de la présentation. Vous recevrez également l'information sur le prochain webinaire qui s'intitule « Éthique et intelligence artificielle, quels principes appliquer pour le domaine de la santé mentale ». Ce webinaire aura lieu le 27 mars. Je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir participé à cette dégustation de savoir. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir.